On a une vidéo de notre ministre, justement, de l'Industrie. On a beaucoup parlé de l'industrie au fil de la journée, avec des mots d'espérance, où peut-être on ne parlera plus de désindustrialisation, mais de réindustrialisation, compte tenu des progrès du projet digital. C'est Agnès Pannier-Runacher qui va intervenir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être présente auprès de vous pour ce DigiWorld Summit 2020, mais je suis ravie d'avoir l'opportunité de répondre à des questions, celles que vous vous posez en conclusion de cet événement. Face à la crainte de déployer des nouvelles technologies, je crois que la première réaction du gouvernement doit être d'abord d'accueillir les questions et de ne pas les balayer du revers de la main au nom du primat de la technologie et de l'investissement dans le futur. Ces questions, elles sont légitimes. À nous de nous employer à y répondre de la manière la plus transparente et la plus construite possible. Car derrière ces questions, il y a des enjeux de liberté, il y a des enjeux de sentiment d'être, de risquer de perdre sa place et d'être maître de ses seules décisions. Et au fond, il faut montrer à quel point certaines technologies qui sont aujourd'hui décriées ne sont que des technologies au service de l'homme et comment nous allons les déployer dans le respect de chacun. Je vais prendre un exemple qui est la 5G, puisque un certain nombre d'élus locaux ont annoncé vouloir appliquer des moratoires sur le déploiement de la 5G. Depuis 2 ans, nous travaillons sur le déploiement de la 5G. Nous avons établi une feuille de route qui a fait une place importante au fait de construire une information pour le grand public et pour les associations qui défendent les consommateurs et qui défendent l'environnement. Avec l'Agence nationale des fréquences, nous avons continuellement travaillé à revoir la manière de mesurer les ondes et à faire ces mesures, notamment dans chaque situation, on faisait des phases de test de la 5G ou des bacs à sable pour trouver de nouveaux usages de la 5G. Nous avons, avec l'ANSES, lancé des études et des revues de littérature pour nous assurer qu'il n'y aurait pas eu des éléments qui nous auraient échappé sur l'impact que pouvait avoir la 5G à la fois sur l'environnement et sur la santé. J'ai également réuni spécifiquement ces 2 agences, l'ANSES, l'ANFR, avec l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation des télécoms, pour qu'elles travaillent ensemble et qu'elles se partagent au fond ce travail de concaténation des données, de suivi de ce qui se passe à l'international et d'information du public, chacun dans les dimensions dont elles ont la charge. Et donc je pense que au fur et à mesure où cette technologie va se déployer, on va s'apercevoir qu'elle a finalement une utilité, que par ailleurs elle est désirable pour le grand public et qu'elle est parfaitement contrôlable. Ces doutes qui aujourd'hui se font jour sur la 5G, ils se sont fait jour sur la 4G, sur la 3G. Ils trouvent peut-être plus de répondants au travers des réseaux sociaux, mais il n'en demeure pas moins qu'à chaque étape, lorsqu'on a fait cet exercice de transparence, de partage et surtout de montrer les bénéfices de ces nouvelles technologies, parce que c'est ça qui est essentiel, on a finalement trouvé un chemin pour le déployer. Mais rien ne serait pire que de vouloir passer en force, alors qu'encore une fois, ces questions, elles sont légitimes, elles font partie du débat démocratique. La formation au numérique, c'est un enjeu clé pour notre industrie et pour notre compétitivité. Il y a au fond 2 enjeux. Le premier enjeu, c'est la formation du plus grand nombre de personnes et en particulier des plus jeunes qui vont devoir utiliser le numérique pendant toute leur vie professionnelle. Le deuxième enjeu, c'est d'avoir des centres d'excellence qui soient au meilleur niveau mondial pour accompagner ces nouvelles technologies. Sur le premier enjeu, il faut commencer le plus tôt possible. Il faut former les jeunes aux algorithmes dès le primaire, de même par le jeu, par des applications par exemple. Et nous soutenons un certain nombre d'associations qui avancent dans ce sens.
De même que nous avons prévu dans le cursus scolaire des temps d'apprentissage des algorithmes et au lycée des formations spécifiques qui permettent vraiment d'améliorer la culture du numérique auprès des plus jeunes. Ensuite, ces modules sur le numérique commencent à devenir des incontournables, que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit dans les IUT, et c'est absolument nécessaire. Et il faut également penser à la formation continue. Sur la formation continue, nous avons travaillé à préparer des modules. C'est un des enjeux du plan de relance, de comment forme-t-on, reconvertit-on des personnes qui ont des savoir-faire dans un certain nombre de secteurs d'activité pour qu'ils les utilisent, mais avec les outils du numérique. C'est notamment le soutien que nous apportons aux écoles de numérique sur tout le territoire. Le deuxième enjeu, c'est la formation d'excellence. Nous avons la chance avec le pôle de Saclay, qui est autour de l'université de Saclay, avec aussi l'Institut Polytechnique de Paris, qui regroupe 6 écoles d'ingénieurs, d'avoir des centres d'excellence en matière d'intelligence artificielle et de mathématiques. Et nous avons d'autres pôles universitaires, académiques qui sont également très forts. Je pense aussi à Grenoble, par exemple. Sur ces pôles, il faut mettre le paquet et continuer à renforcer les moyens. Moi, je le fais dans mon ministère, puisque j'ai la tutelle des écoles mines et des écoles télécom, et ça fait partie des enjeux qui sont mis sur leur feuille de route pour les années à venir, avec un objectif de former plus d'ingénieurs, mais également de faire en sorte qu'ils s'orientent plus vers ces métiers de l'industrie et qu'ils mettent à disposition leurs compétences dans un plus large panel d'entreprises et que ce ne soit pas uniquement réservé soit aux grands groupes, soit à certains secteurs où la modélisation est importante. Je pense à la finance, je pense aux assurances. L'industrie doit aussi en bénéficier. Et pour ce faire, une idée toute simple, le volontariat territorial en entreprise, qui permet à des jeunes qui sortent des écoles, Bac+5 universitaires ou écoles d'ingénieurs, d'apporter leurs compétences à des PME et des entreprises de taille intermédiaire sur des projets stratégiques en bras droit de dirigeants d'entreprise, par exemple pour accompagner la numérisation de la chaîne de production. Voilà des actions très concrètes sur lesquelles nous allons amplifier notre mouvement dans les mois qui viennent. En matière d'écologie et de développement durable, j'attends beaucoup des industriels. Parce que j'ai l'habitude de dire, sur le défi climatique par exemple, qu'ils représentent 20% des problèmes, c'est-à-dire 20% des émissions, mais qu'ils sont porteurs de 100% des solutions. C'est dans l'industrie que nous allons inventer les solutions pour décarboner les transports, le logement, l'agriculture et au fond toutes les activités humaines qui émettent du CO2. Et ce raccourci peut s'appliquer à bien d'autres enjeux. Je pense à la biodiversité, je pense à l'utilisation de ressources rares comme l'eau, je pense à la lutte contre les pollutions et je pense au fait de savoir réutiliser des matières qui sont limitées au travers de l'économie circulaire. Donc, les industriels doivent considérer que la transition écologique énergétique, c'est avant tout une opportunité de marché, une opportunité pour développer de nouveaux services et de nouvelles offres. Au-delà de ça, il y a une forte attente de la part du gouvernement que les entreprises se saisissent à bras-le-corps de ce sujet et commencent par comprendre leur empreinte environnementale. Je trouve saisissant le retour d'une enquête de l'Institut français des administrateurs de 2018, donc c'est quand même pas si lointain, qui a interrogé les administrateurs du ESBF 120. Cette enquête disait la chose suivante. 83% des administrateurs interrogés relevaient que le défi climatique était un enjeu stratégique pour l'entreprise dont ils étaient administrateurs. 83%. On se dit, bonne nouvelle, tout le monde s'est saisi du sujet. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que seulement 7% des administrateurs avaient assisté au sein des conseils d'administration à une présentation de l'entreprise évoquant ce sujet-là et comment l'entreprise allait faire face aux défis climatiques, à la fois en termes de risque, parce que ça peut être un risque en termes de coût des intrants, en termes de business model, mais également en termes d'opportunités de marché pour l'entreprise. Donc il y a ce chemin à faire entre la prise de conscience
et le plan d'action à dérouler. Et c'est également, je dirais, ma deuxième attente très forte. Il faut maintenant rentrer dans l'action, mesurer les empreintes et regarder comment on peut les réduire. Et c'est probablement une façon de construire des avantages compétitifs dans les entreprises et en premier lieu dans les entreprises françaises. C'est un enjeu majeur et je dirais que la première chose, c'est qu'il faut être conscient que si nous n'agissons pas vite dans les 5 à 10 ans qui viennent, le risque d'être déclassé technologiquement et industriellement est réel pour l'Europe. Pour autant, nous sommes aujourd'hui le premier continent industriel. Pour autant, nous avons en termes de recherche, de développement, de recherche fondamentale, parmi les meilleures équipes mondiales. Et il faut aussi regarder ce verre à moitié plein. Pour autant, lorsque vous regardez les deux équipementiers, les équipementiers 5G, 2 d'entre eux, et parmi les plus importants, sont aujourd'hui européens. Donc il faut construire sur ces atouts. Pour construire sur ces atouts, nous avons la chance d'avoir un commissaire européen qui est extrêmement moteur sur ces sujets-là, Thierry Breton, qui est en charge de la compétitivité et du marché intérieur de l'Europe, et qui est en train de travailler sur 14 écosystèmes clés sur lesquels l'Europe doit mettre ses forces en commun pour continuer à innover et continuer à produire en Europe. Je crois que c'est la meilleure réponse que l'on peut faire aux États-Unis et à la Chine qui ont bien compris l'enjeu aujourd'hui d'investir dans l'innovation et d'investir dans la recherche et le développement au service des entreprises. Nous avons des actions complètes qui vont se déployer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et qui me paraissent très importantes. Je pense notamment à ce projet qui, de la même manière que l'Airbus de la batterie, devrait prendre place autour du cloud souverain au premier semestre 2021. Donc un projet dans lequel nous allons mettre de l'argent en commun pour permettre des développements technologiques qui fassent passer à nos entreprises un cap important et nous remettre dans la compétition mondiale. Je pense également dans un autre registre au travail, ou plutôt à l'idée de mettre en place une BARDA européenne, c'est-à-dire cet institut extrêmement agile qui accompagne notamment l'innovation dans le domaine de la santé. Là aussi, on sait que rapprocher les sujets de santé, les sujets d'intelligence artificielle et de traitement des données peut être extrêmement puissant et c'est ce que nous devons nous employer à faire dans les prochains mois. Voilà 2 exemples très concrets de ce sur quoi nous travaillons ensemble avec la Commission européenne et avec les États membres. Vous l'avez compris, le numérique et la 5G sont des enjeux stratégiques. Je vous remercie. Voilà, merci à la ministre Agnès Pannier-Runacher qui concluait ainsi cette journée. Nous allons accueillir pour clôturer cette édition 2020 de l'IDAT François Barrault, le président de l'IDAT, et Jacques Moulin, son directeur général. Voilà, à me rejoindre ici sur la tribune. Merci en tous les cas d'avoir associé la tribune et nos journalistes pour une journée qui a été fort riche, avec beaucoup d'enjeux qui ont été partagés. Vous avez été nombreux à se joindre à cette journée en direct par le digital, puisque nous avons à peu près évalué quelques milliers de connexions. Ça montre que la communauté de l'IDAT a répondu présent à cette journée. Je laisse la parole au président, voilà, François Barrault. Une journée riche, beaucoup d'enjeux. J'ai l'impression que ça donne beaucoup d'envie parce qu'on a tous parlé, beaucoup en écoutant les industriels, les responsables politiques, d'un nouveau départ. Donc un nouveau départ, c'est plein d'ambition, plein d'opportunités et beaucoup d'enjeux et de sujets qui seront travaillés bien sûr au sein de l'IDAT, qui est le think tank de référence en tous les cas européenne, et vous êtes encore mieux affirmé en maintenant cette édition en 2020. Oui, merci Jean-Christophe pour votre brillante animation. Et c'est vrai que après ces 2 jours, hier 9 thématiques et aujourd'hui que vous avez pu suivre en direct, on peut se dire avec Jacques qu'on a eu raison de tenir bon, parce qu'on a eu un doute, parce que entre on confine, on déconfine, on reconfine, etc. Mais finalement, grâce à tout le travail
de nos membres, des personnalités qualifiées, grâce à l'excellent travail des équipes. Je voulais d'ailleurs remercier mon collègue Jacques Moulin pour son enthousiasme, son énergie débordante qui a préparé chaque session. Et bravo Jacques, et merci. Je voulais bien sûr aussi remercier Maxime Bascop, je ne sais pas où il est, pour la ligne éditoriale. Et je voulais remercier aussi Mathieu Beck, qui a coordonné avec Accenture, donc cette plateforme qui était une première, donc on s'est risqué et on a eu raison de faire cela. Je voulais remercier aussi bien sûr toutes les équipes de l'IDAT et toute la division événementielle avec Christine Barr. Et finalement, j'aime bien ce que vous venez de dire, Jean-Christophe, parce que moi, je repars avec la pêche, la patate, je ne sais pas comment on dit ça dans le langage parisien, un message d'espoir. Et j'ai reçu énormément de messages, d'ailleurs, de personnes qui étaient ravies d'être là. D'abord, étaient ravies de se retrouver, parce que certaines sont enfermées devant un écran depuis des semaines. Et on a pu croiser des visages souriants. Et on n'a qu'une envie, c'est se remettre ensemble et repartir à l'attaque, et puis reconstruire cette société ensemble. Donc, j'ai presque envie de faire un troisième jour, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Jacques, je te passe la parole. En fait, il y a une troisième journée, puisque demain, pour toutes celles et tous ceux qui n'auraient pas pu assister à la totalité des interventions, il y a le replay, puisque la plateforme, comme tu le dis, François, qui a été structurée avec Accenture, que l'on remercie d'ailleurs, parce que c'était aussi un vrai enjeu que de passer à cette dimension 100% digitale. La plateforme est ouverte demain. Elle permettra à chacun donc d'assister en replay à la totalité des plénières et puis bien sûr de continuer à visiter les stands des exposants animés par un avatar et bien évidemment de continuer à pouvoir être aussi en interconnexion pour organiser des réunions virtuelles. Alors, tu l'as dit François, on repart avec véritablement la pêche, c'est réel. C'est vrai que le contexte était un peu morose, c'est vrai que ça a été une vraie prise de risque. En tout cas, on l'a pris et preuve en est que nous avions eu raison. Il y a peut-être un peu de frustration, ça nous a été dit, parce que nous avons eu 46 intervenants, speakers, 2 fois plus que l'année dernière. Et on voit qu'il y a tout un tas de thématiques qui méritent d'être encore plus creusées et qui méritent d'être encore plus abordées avec de la data, parce qu'à l'IDAT, on a énormément de bases de données. Et je crois aussi que tout le travail qui a été fait pendant ces commissions, et tu me permettras, François, de remercier notamment Roland Montagne, Jean-Luc Clémens pour la commission 5G, qui ont accompagné donc Agnès Touraine pour permettre justement d'aborder ce sujet des infrastructures en global. Vincent Bonneau et Jacques Bajon qui ont aussi accompagné Antoine Petit pour la partie souveraineté. Et je n'oublie pas, bien sûr, Mathieu Beck et Prune Esqueré qui ont accompagné Anne Lange. Donc, il y a eu une vraie belle... on va dire un beau travail d'équipe, une vraie belle dynamique que nous allons continuer. François, tu nous l'as demandé, nous allons repréciser notre ligne éditoriale 2021. Bon, on est à peu près sûr qu'on reparlera encore de l'Europe, mais on abordera aussi d'autres communautés, d'autres sujets qui n'étaient pas forcément natifs au sein de l'IDAT, tels que par exemple le Future of Work. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement, en début d'année, pour justement dévoiler cette nouvelle ligne éditoriale et puis peut-être, qui sait, déjà l'amorce de ce que sera notre Summit 2021. En tout cas, ça aura lieu ici et cette fois-ci, on l'espère, en physique. Et un énorme merci, Jean-Christophe, aussi pour l'animation qui a été faite avec la tribune. Nous sommes ravis de ce partenariat qui a été très fructueux. Merci encore. Juste un mot, c'est bien finalement de finir avec une frustration parce qu'on a encore envie de traiter des dossiers. Et je pense qu'entre maintenant et l'année prochaine, il va se passer plein de choses, plein de matières pour nous de réflexion et plein d'occasions, j'espère, pour se retrouver cette fois-ci en physique autour d'une coupe de champagne, comme on le fait souvent. Malheureusement, le confinement oblige. On va se quitter comme ça. Merci à tout le monde. Merci à toi encore, Jacques. Et merci Jean-Christophe et à toute ton équipe pour cette journée. Merci à vous. Bravo en tous les cas à Jacques, à François et à ce travail de 10 heures d'antenne, parce que depuis ce matin, c'est 10 heures d'antenne. Et à celles et ceux qui nous ont suivis avec assiduité. Je voudrais remercier bien sûr toutes les journées de la tribune qui ont participé et remercier bien sûr les équipes de l'IDAT. Et je pense à Maxime, également à Patricia Chaplotte qui a contribué à monter cette séquence avec nous. Et puis vous dire que peut-être, moi j'exauce un rêve pour 2021, puisque tout à l'heure nous avons accueilli le président de la métropole de Montpellier qui accueillera ce grand rendez-vous international où il y aura tous les acteurs de l'Afrique
qui construisent l'Afrique, c'est de nous retrouver avec l'IDAT, avec la Tribune, à Montpellier en juillet, pour un moment important, un rendez-vous international dans lequel, en tout cas, les enjeux numériques seront très présents. Nous serons présents. Merci à vous tous, à très bientôt.